Quand tu regardes un petit peu comment fonctionnent les marchés aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'opportunités sur le non-coté que sur le coté. Et aujourd'hui, quand on réfléchit, ces données, elles ne sont plus d'actualité. Et en fait, ce que j'aimerais, et je pense que c'est un vrai point de discussion, c'est qu'on inscrive dans la Constitution une chose. Le social, c'est pas bien ou mal. En fait, le social, c'est un outil. Il faut investir ces excédents de liquidité hors zone euro en dollars américains. Il faut pas raisonner uniquement qu'en termes de rendement. Moi, je pense qu'il faut raisonner de façon globale, une architecture globale, tu vois. C'est sécurité du patrimoine, exposition devises et rendement. Ravi de t'accueillir au Revenu. Nos lecteurs commencent à te connaître. Tu écris pour la publication. Tu peux te présenter en quelques mots, nous expliquer qui tu es, d'où tu parles, quelle est ta légitimité? Exactement. Écoute, nous, on s'est rencontrés déjà en 2024, si je dis pas de bêtises, à l'époque d'Overlord, qui existe d'ailleurs toujours, qui est une très belle société. Et qu'est-ce que j'ai fait avant de venir sur ta chaîne d'ailleurs. Moi, à la base, je suis dans la finance. J'ai commencé en 2015 chez DailyFX et FixCM. J'étais analyste de marché, donc mon métier, c'était d'analyser des valeurs cotées en bourse, des marchés. Moi, j'étais sur l'euro-dollar, donc une paire de devises. Et j'écrivais des articles tous les jours dessus. Et en fait, pour analyser l'euro-dollar, il faut faire des articles macroéconomiques. Pourquoi ? Parce que une paire de devises, ça dépend en général des décisions des banques centrales. Et donc, tout mon travail est parti de là. J'ai démarré en 2015 en tant qu'analyste. J'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'en 2018. Suite à quelques petits pépins de santé, je me suis extrait, entre guillemets, j'ai quitté le monde du travail et de la finance pour monter mon propre cheptel, en fait, ma propre boutique. Et aujourd'hui, j'ai une société qui s'appelle Ultra Bourse où j'ai plus de 20 000 lecteurs et 3 000 clients que j'accompagne depuis 2020, donc de 5 ans, bientôt 6 ans. Et voilà. Et avant ça, j'ai fait des études en finance de marché et j'ai étudié en France et en Allemagne. Donc j'ai un parcours franco-allemand du lycée aux études supérieures. Génial. Et dans Ultra Bourse, tu fais quoi exactement avec eux ? Dans Ultra Bourse, je fais 2 choses. J'ai des programmes de formation, du coup, à l'investissement, mais à l'investissement non coté. Alors c'est assez paradoxal. Ultra Bourse égale bourse. Et pour autant, aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'investissements non cotés que cotés. Mais c'est parce qu'à la base, j'ai démarré, comme je te le dis, via ma carrière en finance de marché, en fait. J'étais sur les marchés cotés, donc au début, j'apprenais aux gens à analyser en fait, les marchés comme nous, on le faisait dans notre métier, c'est-à-dire en gros comment fonctionnent les banques centrales, comment fonctionnent les différentiels de taux d'intérêt, le carry trade, ce genre de choses. Et petit à petit, mon intérêt a switché parce que quand tu regardes un petit peu comment fonctionnent les marchés aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'opportunités sur le non-coté que sur le coté. Pour une raison qui est très simple, c'est que les marchés cotés aujourd'hui sont arbitrés en permanence. Arbitrés par qui ? Par des algorithmes. Et donc, les inefficiences de marché n'existent quasiment plus, elles sont marginales, ou elles sont visibles non pas à l'œil nu, mais à l'œil de l'intelligence artificielle, du micro-algorithme. Et donc, si on veut chercher du rendement aujourd'hui et de la performance, c'est aujourd'hui mieux de le faire sur l'économie réelle, donc sur les sociétés non cotées, que ce soit... j'allais dire en France, mais même pas en France, plutôt je dirais même à l'international. Ouais, tu es inquiet pour la France ? Je suis inquiet pour notre cher et beau pays. Écoute, oui, je suis très inquiet, et je suis très inquiet pour une raison qui est très simple. Je pense que ça parlera, en fait, si tu veux, à notre audience, et il y a tous les chefs d'entreprise, les indépendants, les retraités même qui ont travaillé dans ce système. On en parlait en off juste avant. Le modèle social français aujourd'hui est très compliqué. Pour la bonne et simple raison que, c'est ce que je disais dans un tweet récemment, la France, si tu veux, c'est la fiscalité du Danemark avec la gouvernance d'Haïti. D'accord ? Et ça a super bien marché parce que les gens se sont reconnus là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand tu prends les pays de l'OCDE, donc les pays les plus développés, la France est 32e sur 32 en termes de compétitivité fiscale, tant sur la fiscalité des entreprises que des personnes. D'accord ? Et il y a un seul pays au monde aujourd'hui qui taxe plus que la France, c'est le Danemark. Je crois qu'ils sont à 43,6, on est à 43,4. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous allions rafler la première place d'ici quelques temps. On va les rattraper, t'inquiète pas. On va les Avec rattraper. le PLF qui arrive là. Et on va réussir à gagner cette course de la fiscalité. Ouais. Mais contrairement au Danemark, nous n'avons pas les mêmes ressources naturelles et en fait, on n'a pas les mêmes données, si tu veux, démographiques. Et aujourd'hui, quand on regarde le budget de l'État, la principale dépense, bien évidemment, c'est les retraites. Alors, le sujet est polarisant. Le sujet est polarisant parce qu'en fait, on a, si tu veux, on a fragmenté la France en disant les vieux, c'est les méchants, les jeunes en souffrent, et puis en fait, c'est constamment comme ça en France, c'est le jeune contre le vieux, le travailleur contre le non-travailleur, l'étranger contre le national, et en fait, c'est comme ça tout le temps.
Le vrai sujet du système des retraites, c'est que c'est un système qui a été créé, et j'aimerais bien qu'on revienne à la base de ce système, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale sur 3 données principales, sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était les données démographiques post-Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il y avait 3 travailleurs pour 1 retraité. Donc, dans tous les cas, la machine pouvait, entre guillemets, être financée parce qu'il y avait plus d'actifs que de gens à la retraite. Deuxième pilier, c'est qu'à l'époque, l'espérance de vie d'une personne en bonne santé, c'était 62 ans. Et l'âge de départ à la retraite, je te pose la question, à ton avis, il était de combien ? Il était à 65 ans. Il était à 65, enfin 62, voire même 65 peut-être. Il y avait 65 et après ils ont fait une réforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la retraite, c'était en fait une indemnité de fin de vie. C'était une façon de dire, si vous vivez plus longtemps que ce que vous étiez censé vivre, on ne vous laisse pas dormir sous les ponts parce que vous avez contribué à la société. Donc, c'est une indemnité de fin de vie. Et enfin, dernière donnée très importante, c'est que la France, à l'époque, avait 5% de croissance de son PIB par an, en fait. Donc, on était sur une pente où on avait le vent dans le dos, 5% de croissance, 3 travailleurs pour 1 retraité, et une espérance de vie, enfin un âge de départ à la retraite qui était cohérent avec l'espérance de vie d'un Français moyen en bonne santé. Et aujourd'hui, quand on réfléchit, ces données, elles ne sont plus d'actualité. L'espérance de vie d'un homme en bonne santé en France, je crois qu'elle est de 75, 77 ans. On est entre 75 et 77 ans. L'âge de départ à la retraite, aujourd'hui, il est de 62 ans. Et la France n'a plus 5% de croissance. On est en récession, en réalité, donc on doit être à -1, -2. Et aujourd'hui, tu n'as pas 1 travailleur pour 1 retraité, tu dois avoir 1,5 travailleurs pour 1 retraité. Enfin voilà. Quand on comprend que un système est construit sur des données, mais que ces données ne sont plus d'actualité, ça n'est plus le vieux contre le jeune, le vrai souci. Le vrai souci, c'est d'actualiser le logiciel avec les nouvelles données. Et moi, j'avais une proposition très simple, parce qu'on est très souvent dans le constat quand on parle des retraites. Oui, c'est bien, c'est pas bien, mais personne n'apporte de solution. Moi, j'ai réfléchi à un système, enfin à deux vraies solutions. J'en ai un tout fait, mais on va d'abord faire le schéma, on va aller plus loin. Ce qu'on devrait faire dans notre constitution, ou dans notre fonctionnement en fait en termes de gouvernance en France, notamment notre rapport au social est biaisé aujourd'hui en France, c'est ça le problème. C'est qu'on a toujours fait plus sans jamais faire de moins. Mais on a fait plus parce qu'on avait le vent dans le dos. Mais quand on s'est pris le premier choc pétrolier dans les années 70, quand on s'est pris la bulle Internet, puis la bulle immobilière en 2008, on a toujours fait plus de social, mais on n'a jamais, si tu veux, on n'a jamais cadré les dépenses. Et en fait, ce que j'aimerais, et je pense que c'est un vrai point de discussion, c'est qu'on inscrive dans la Constitution une chose. Le social, c'est pas bien ou mal. En fait, le social, c'est un outil. L'idée, c'est de savoir quand on peut utiliser cet outil. Et en fait, l'idée, ça serait de mettre des garde-fous dans la Constitution, peut-être de la Ve République ou la 6e, que sais-je, en disant, si on atteint certains indicateurs clés, on peut débloquer du social en France. Mais si on n'atteint pas certains indicateurs clés, on coupe le social. C'est de créer un espèce de voyant vert, voyant orange, voyant rouge. Oui, qu'il y a un équilibre entre la générosité à condition qu'un certain niveau de richesse soit créé. Exactement. Exemple concret, si la France a plus de 2% de PIB, 2 travailleurs pour 1 retraité, et que l'âge de départ à la retraite, je sais pas, et que l'espérance de vie à 75 ans, oui, on peut débloquer, je dis une bêtise, une retraite à 70 ans. Mais si ces facteurs ne sont plus bons, on coupe, tu vois. Il nous faut des garde-fous d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de garde-fous. Et ce qui fait que les données en fait, de notre pays changent en permanence, mais on n'adapte pas notre système. Donc forcément, on crée une dissonance, j'allais dire une dissonance cognitive, une dissonance technique entre le fonctionnement de notre système, de notre pays et ces données. Et on a un modèle social d'un pays riche, alors qu'en fait, le pays s'appauvrit. Le niveau de pouvoir d'achat n'augmente pas, la croissance n'est pas au rendez-vous et l'un devient insoutenable avec l'autre. Il faudrait beaucoup plus de dynamisme pour se permettre... On a le modèle social d'un pays des 30 Glorieuses. Donc en fait, ce modèle social qui a été créé mai 68 avec les revendications des 68 heures, etc., c'est très bien, mais c'est adapté au monde d'avant. Et en fait, aujourd'hui, il faut vraiment que les Français comprennent qu'on a des données différentes et qu'il faut faire les choses de façon différente. Donc moi, je pense que déjà, une des premières propositions, si certains élus, si des gens nous écoutent, ça serait de conditionner le système social, de pas dire c'est tout mauvais, pas de social, chacun se démerde, ou c'est tout social et c'est papa État qui prend soin de tout le monde.
ça serait de se dire, OK, si certains indicateurs clés nous le permettent, là, c'est un petit peu comme quand tu avais, je sais pas, ta famille, si ton père est chef d'entreprise, a fait une bonne année, bon, bah, il va t'offrir de super cadeaux, et je dis une bêtise, s'il a fait faillite, bon, bah, cette année, pas de cadeau, mais l'année prochaine, sous condition que les conditions financières de la famille s'améliorent, il y aura des cadeaux. Mais c'est un petit peu ce même fonctionnement qu'il faudrait qu'on ait en France, cette flexibilité qu'on n'a pas aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à se la redonner, soit dans la 5e, soit dans la 6e République. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais le pays aujourd'hui est en crise et je pense qu'on a besoin de ça. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'on devrait s'inspirer d'un modèle à la Suisse au niveau des retraites. Pour la bonne et simple raison que le débat aujourd'hui en France, comme tout, c'est soit on fait capitalisation, soit on fait 100% répartition. Donc soit c'est 100% pour moi, soit c'est 100% pour tout le monde. Et on n'a jamais d'entre-deux. Bon, le système suisse, il est quand même bien fait. Il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier par répartition. Donc, je donne pour tout le monde. C'est mon côté... Donc, je cotise sur mon salaire, comme on connaît en France. Je cotise sur mon salaire. C'est le côté un peu, si tu veux, charité chrétienne. Je donne un petit peu à tout le monde. Et c'est cool. Ça fait aussi l'identité de la France. Hein. Tu vois, ce côté un peu j'aide mon prochain. Donc, culturellement, ça a du sens. Et j'ai 2 piliers par capitalisation. Donc le deuxième pilier par capitalisation, c'est mon employeur, mais pour moi. Moi, je peux abonder aussi ce deuxième pilier. Et j'ai un troisième pilier facultatif où je peux défiscaliser de mes impôts un certain nombre. En fait, ils ont un plafond, je crois que c'est 7 000 francs suisses par an, où ils peuvent mettre cet argent sur ce troisième pilier. Ça se retire des revenus imposables en Suisse. Et puis, en fait, tu crées ta propre retraite et l'État te donne une incitation fiscale à le faire. Est-ce que c'est pas un modèle qui est relativement équilibré, qui pourrait nous aider en France, sachant que on a un âge de départ à la retraite, si vous voulez le maintenir à 62 ans, très bien. À ce moment-là, on le fait sur un tiers. Et les 2 autres tiers, chacun se prend en main. Et puis comme ça, on a un petit peu... Tu sais qu'il y a 3 piliers, c'est-à-dire qu'il y a le premier pilier, c'est la pour tout le répartition, monde. très bien. Exactement. La capitalisation. Et capitalisation, toi, en fait... Tu économises pour toi-même. Alors, ou alors c'est ton employeur, c'est ça les deux. En fait, c'est les deux. C'est ton employeur peut abonder à 1 pour 2, par exemple, sur les grosses entreprises comme Nestlé. Quand tu mets 1 euro sur son deuxième pilier, l'employeur en met 2. C'est une façon aussi pour les employeurs de capter les talents en disant on vous abonde votre deuxième pilier à 3 pour 1, 2 pour 1. C'est Patrick, en Angleterre notamment, moi j'ai travaillé là-bas, j'étais salarié, et effectivement le modèle social est totalement différent. Ils sont gouvernés par des travaillistes, mais on ne se rend pas compte. Quand tu es au chômage en Angleterre, tu as juste un maximum de 50 pounds par semaine. C'est 200 € par mois, un tout petit peu plus. Maximum, même pour les très très hauts salaires, ceux qui auraient plus cotisé que les autres. Alors, il y a des prélèvements, mais il n'y a pas du tout ce filet de protection où pendant 2 ans, tu peux toucher le même salaire sans travailler alors que tu habites à Paris et que tu es dans l'informatique et le lendemain, tu trouveras du travail. Et ce qui est intéressant chez vous en Angleterre, c'est que vous avez un marché du travail qui est très dynamique. C'est-à-dire qu'on peut quitter un travail et en retrouver un assez rapidement Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Non. Donc, comme leur code du travail et leur système est moins rigide, bon, je peux me faire virer vite, mais en réalité... Je retrouve facilement. Les entreprises, parce qu'elles savent que si ça se passe mal, elles vont pouvoir rapidement changer de salarié. Elles peuvent prendre le risque, en fait. Elles prennent le risque, exactement. Donc, elles sont beaucoup plus ouvertes à l'embauche et elles acceptent. Alors qu'en France, quand on sait ce que ça peut coûter d'arrêter un salarié, on préfère ne pas l'embaucher plutôt que de prendre le risque... d'avoir des prud'hommes. Et je ne sais pas si tu avais vu, j'avais fait ce tweet il y a quelques temps, c'était l'inflation du code du travail. Je crois que j'avais pris de 1900, je sais plus, 80, 90 à aujourd'hui. Je crois que tu es passé de 1800 pages à plus de 3000 ou 4000 pages. C'était n'importe quoi. C'est-à-dire que le code du travail, qui est un document qui est censé, enfin un ensemble de textes qui est censé en fait, je sais pas, cadrer les relations entre l'employeur et l'employé, on a besoin de 3000 ou 4000 pages pour ça. Le code du travail en Suisse, c'est ça. Non, bien sûr. Et sur la retraite, c'est pareil. La retraite, moi, j'ai cotisé, je mettais 500 pounds par mois dans ma propre retraite. Cagnotte. Exactement, c'était ma cagnotte, c'était investi sur les marchés. Je ne pouvais pas le débloquer avant 55 ans. Donc, en fait, j'ai toujours de l'argent en Angleterre. Il faudrait qu'à 55 ans, je n'oublie pas d'aller chercher cet argent. Tu auras bien travaillé, en fait. J'ai travaillé que 2 ans, mais à 500 pounds par mois, il y a un petit peu d'argent. Et puis, pour peu qu'il y ait un beau... Les intérêts composés. Exactement, avec les intérêts composés, ça peut être pas mal du tout. Parce que c'est vrai que fondamentalement, c'est aussi une grande faiblesse de la France, c'est qu'on n'a pas de fonds de pension. Et ces fonds de pension, alors Mélenchon utilise le terme fonds de pension comme un gros mot, comme si en soi c'était une mauvaise chose, alors qu'en fait c'est juste des poches de liquidité qui peuvent venir abonder dans le private equity, dans les entreprises, pour dynamiser l'économie, etc. Alors que nous, non, cet argent il passe dans le tonneau percé de l'État. Et il y a quelques miettes qui reviennent à la fin. Parce qu'en plus, tu fais le calcul de ce que tu as cotisé pendant ta vie, de ce que tu vas toucher à la retraite. Tu te dis, mais attends, je donne 10 €, dans 50 ans, on m'en rend 1.
y a un problème quand même, tu vois. Si j'avais mis ces 10 euros pour moi, s'ils avaient travaillé dans 50 ans, on m'en aurait rendu beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'en veux pas spécialement aux retraités actuels d'avoir, entre guillemets, de profiter du système des retraites, parce qu'en fait, en soi, ça n'est qu'une question ça n'est qu'une question de point de vue et d'intérêt, en fait. Si tu te mets à leur place, ils ont compris un système, ils l'ont utilisé, et nous, on se rend compte que ce système n'est pas à notre avantage en étant jeune. Maintenant, l'idée, c'est pas d'opposer des individus en se disant le jeune, c'est le gentil martyr et le vieux, c'est le méchant exploitant. C'est de se dire, OK, le système est malade, notre responsabilité, c'est de trouver des alternatives, de les proposer, ou en tout cas de faire en sorte que dans le débat public, ce genre d'idées puisse en fait émerger afin que quelqu'un se saisisse du sujet et réforme en profondeur ce système, en fait. Ouais, le piège dans lequel on est un peu tombé, c'est que maintenant, si tu veux réformer, ça voudrait dire moins cotiser. Donc, est-ce qu'en face, tu baisses les retraites ou est-ce que tu augmentes le déficit, tu vas chercher sur les marchés financiers pour compenser cette baisse des cotisations qui permettrait de débloquer la capitalisation? On s'est un peu mis dans un cercle vicieux et en plus, il faut le comprendre. Quand on paye des intérêts avec des intérêts, c'est une exponentielle. C'est la définition mathématique de l'exponentielle, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, la chose devient absolument insoutenable. Est-ce que toi, tu crains pour le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, pour les retraites, tu crains une cassure pour la France à un moment donné? Alors, c'est exactement pour cette raison que ma thèse d'investissement et ma thèse patrimoniale, celle que je défends auprès de mes clients chefs d'entreprise, retraités, indépendants, etc., c'est la thèse suivante, c'est qu'il faut investir ces excédents de liquidité hors zone euro en dollars américains. Pour une raison qui est très simple, c'est que si la France tombe, c'est la zone euro qui tombe. Et donc, la seule façon qu'auront les Allemands et l'Union européenne en général de sauver la France, ça va être de faire tourner la planche à billets de la BCE, c'est-à-dire de racheter massivement des obligations françaises sur le marché pour financer le déficit de la réforme des retraites françaises, mais ça se fera du coup au prix de la destruction de l'épargne et de l'excès d'épargne des Français, enfin des Français et de toutes les personnes qui détiendront de l'euro. Donc, on a échangé avec Maxime Maury récemment, qui est économiste, ancien directeur à la Banque de France, et il nous disait, c'était passionnant, que si la France avait une meilleure notation auprès des agences de crédit que le Portugal ou l'Espagne, qui, eux, ont des excédents budgétaires, qui ont bien mieux maîtrisé leurs finances publiques, c'est uniquement parce que en face, on a un collatéral qui est l'épargne des Français. C'est-à-dire que les agences de notation se disent « oui, le budget est très dégradé, oui, la France est ingouvernable, mais si demain, il y a une cassure, il y a une crise, il y a une telle épargne, et on a commencé à le voir, l'épargne forcée, c'était prévu par un sénateur, et on a même dit que c'était le gouvernement qui y pensait, c'était l'emprunt forcé, où on forcera les Français à prêter leur argent à l'État français à taux zéro, c'est ce qui était prévu dans le projet de loi de Patrick Kanner, le socialiste, et que en fait, le système financier repose aujourd'hui sur cette hypothèse que la France n'est solide que de l'épargne de ses concitoyens et qu'un jour, il faudra les taper dedans pour se refaire. Pour tamponner le déficit de la France. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est la thèse que je défends. On aime la France, j'aime la France, et tous nos auditeurs, à mon avis, aiment la France. Ce qu'on aime peut-être un peu moins, c'est qu'on vienne nous prendre en fait notre bas de laine, les choses qu'on a difficilement mises de côté à force d'années de travail et de sacrifices. Et aujourd'hui, pour moi, une stratégie de défense en fait, qui est 100% légale et qui est autorisée, parce que les mouvements de capitaux, on n'a pas encore de restrictions aujourd'hui sur les capitaux, c'est d'investir à l'étranger, c'est d'investir dans des entreprises à l'étranger, c'est de prêter de l'argent à des entreprises à l'étranger via des contrats obligataires. Mais en investissant hors de la zone euro et en dollars américains, on se protège du risque de devise et du risque géographique. Si demain vous avez 300 000 euros sur une assurance vie, effectivement, l'emprunt forcé, il est très facile. Je force tous les détenteurs d'une assurance vie d'acheter 100 000 euros d'obligations françaises à taux zéro. Bon, si vos 300 000 euros, ils sont investis dans une très belle PME, je dis une bêtise, en Asie, qui fait du négoce, voilà, qui achète et revend des matières premières, et vous touchez des dividendes tous les ans, bon, à part vous taxer 30% ou 31,4% vos 10% de coupons, comment on va saisir vos actifs, en fait? Comment est-ce qu'on va saisir les parts d'une société que vous détenez à l'autre bout du monde? Ça n'est pas liquide. Donc, les stratégies de défense aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise, les indépendants et les retraités, existent. Mais encore une fois, c'est des stratégies où vous devrez sortir des sentiers battus. Parce que, effectivement, aujourd'hui, tu as un vrai risque de captation de l'épargne et de la propriété privée par l'État qui est aujourd'hui structurellement en déficit et en danger.
C'est quoi le scénario catastrophe pour toi en France? Il se passe quoi exactement sur les marchés, sur les budgets? C'est une intervention extérieure? Le scénario catastrophe, il y en a deux, hein, mais le premier scénario catastrophe, c'est qu'on ne boucle pas ce budget, ou en tout cas que ça ne suffise pas, et que si tu veux que la note de la France, qui est déjà dégradée, continue de se dégrader, mais si elle se dégrade de plus en plus, la France ne sera plus investment grade, d'accord? Elle ne sera plus notée investment grade. Pour notre auditoire, investment grade, ça n'est rien d'autre qu'un label, hein. C'est un peu le label rouge, vous savez, quand vous achetez votre cuisse de poulet élevée en plein air, label rouge, très bien, vous achetez. On perdrait cette espèce de label rouge financier. D'accord? Investment grade, c'est ce qui permet aux fonds, c'est ce qui permet aux assurances, aux gros gestionnaires d'actifs d'acheter certains actifs et de les avoir en bilan. Oui, parce qu'eux, ils ont des règles strictes, ils n'ont pas le droit de prendre du risque avec justement l'épargne des petits retraités américains ou autres. Ils doivent aller sur des valeurs sûres. Donc avoir ce label, ça permet une énorme poche de liquidité. Donc il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont susceptibles de prêter à la France et donc de prêter à des meilleurs taux. On perd ce label. C'est les taux qui augmentent tout de suite parce qu'il y a moins de... On perd ce label, on se referme en fait une poche de liquidité qui est énorme. Et donc, où est-ce qu'on va trouver cet argent? On ne le trouvera pas. Et donc, qu'est-ce qui se passera? C'est la France en faillite. Et donc ça, si on a un scénario catastrophe, ça c'est vrai que les agences de notation nous déclassent. Donc la France en faillite. Par ricochet, ça fait tomber la zone euro. Et par ricochet, on revient au franc, mais du coup, on doit dévaluer massivement le franc. Donc tu penses qu'il y a un scénario où la France fait faillite? Toi, c'est un scénario que tu envisages. La France ne rembourse pas les emprunts qu'elle a contractés. C'est pas forcément un scénario sur lequel je mets une probabilité à 90%. C'est un scénario qui peut arriver. Le scénario le plus probable, c'est que si la France, en fait, est approche de la zone rouge, moi, je pense que les Allemands et que l'Union européenne va débloquer en fait une aide exceptionnelle via la BCE. Ce qui s'est passé avec la Grèce, en fait. Ce qui s'est passé avec la Grèce. Mais à condition de mesures drastiques sur les retraites, et par contre, sur le modèle social, etc. Ces mesures drastiques sur le social, donc contrôle des dépenses, donc c'est les Allemands et toute l'Union européenne va accepter entre guillemets de financer le trou français. Mais la contrepartie, ça va être des mesures sociales très strictes, donc ça va pas être drôle ni pour les jeunes, ni pour les vieux, ça va être drôle pour personne en France. Et ça va être de l'impression monétaire, donc l'euro vaudra forcément moins, assez logiquement. Donc les euros que vous détenez, le patrimoine en euros que vous détenez va forcément fondre. Donc de l'inflation en face De l'inflation, ou en tout cas une déflation. Ce qui est sûr, c'est qu'on va perdre de la valeur. Donc le patrimoine, si vous avez 1, 2, 3 millions d'euros aujourd'hui, ça vaudra peut-être 10% de moins, 20% de moins. Donc sur 3 millions d'euros, c'est 600 000 euros de pouvoir d'achat de perdu. Vous aurez toujours sur votre papier 3 millions d'euros de patrimoine, c'est juste que dans votre pouvoir d'achat mondial, vous aurez perdu 600 000 euros. Donc ça, c'est un risque réel qui existe. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, les stratégies où on se met en dollars, on se dérisque en dollars, ça ne veut pas dire tout mettre en dollars. Quand on habite en France, on aura forcément du patrimoine en France. La résidence principale, c'est une grosse partie de notre actif qui va rester en France. Si tu as une société, par exemple, c'est ton cas, moi j'en ai aussi, c'est un actif qui restera en France. D'accord? Donc tu seras dans tous les cas exposé à l'euro. Mais sur ton épargne, il faut au moins protéger l'excédent. Si tu as revendu une boîte, si tu as revendu un bien immo, si tu as un excédent de cash, au moins mettre ça en dollars ailleurs, histoire que si tu perds sur la zone économique France, que tu n'aies pas tout perdu. C'est juste ça, en fait, le discours, tu vois. Donc toi, aujourd'hui... Pour moi, c'est une stratégie de damage control, de limitation des risques, c'est-à-dire de compartimenter les risques. Oui, d'autant plus quand on peut avoir des auditeurs ou des lecteurs qui sont déjà très exposés à l'euro. C'est-à-dire que c'est pas... Quand on a une maison en France, quand on a des comptes en euros, quand on a tout en France, effectivement, on est tout France-euro. Bien sûr. Donc l'idée, c'est pas de dire vous vendez tout, vous partez. Si vous pouvez le faire, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on aimerait faire dans un monde idéal, dans la mesure où c'est ce qui protège le plus. Maintenant, d'une façon assez réaliste, ça ne sera pas possible pour la majorité d'entre nous. Donc, ceux qui ne peuvent pas doivent au moins utiliser leur excédent pour le mettre à l'abri sur des classes d'actifs très peu liquide, donc très peu mobilisable, touchable en fait par un État prédateur, et si possible, dans une devise qui est différente. Le dollar américain, c'est très bien, mais le dollar de Singapour, c'est très bien, le franc suisse, ça l'est tout autant, et si possible, dans des zones économiques en croissance ou à minima, pas en décroissance. L'Asie, c'est très bien, l'Amérique du Nord, c'est très bien, le Moyen-Orient, il se passe de très belles choses aussi, et dans certains pays africains niches, il se passe des choses, pas tous, c'est très compliqué, le continent africain est d'une complexité immense, parce que les zones économiques Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, c'est rien à voir. Ça peut être possible pour des techniciens. Moi, par exemple, c'est un marché que je maîtrise très peu, donc je n'irai pas m'aventurer là-dedans.
Mais Amérique du Nord, Moyen-Orient, Asie, voilà, ça c'est pas trop compliqué. Il y a de très belles choses à faire et c'est des zones économiques qui aujourd'hui sont en forte croissance. Petit aparté pour vous dire de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes très nombreux à nous regarder et pas assez nombreux à vous abonner. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et allez en kiosque dans le monde physique pour découvrir Le Revenu. C'est notre nouveau numéro Avis de tempête sur votre argent qui est en ce moment même dans tous les kiosques. Jetez-vous dessus, ça va partir très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Et toi qui étais analyste sur les changes, tu n'as pas d'inquiétude sur le dollar? Tu n'as pas peur que la politique expansionniste de Trump, qui va mettre des coups de pression au prochain directeur de la Fed pour baisser les taux, la planche à billets, elle va tourner aussi aux États-Unis quand même, non? C'est une très bonne remarque, c'est une très bonne question, sachant que l'euro-dollar aujourd'hui, cette année, a perdu quasiment 17%. On est passé de 1,02 en début d'année à 1,17 actuellement, et ça a été une année très compliquée pour le dollar. Trump a dévalué fortement son dollar, presque 20% face à l'euro. Ça lui a permis de booster ses exportations et c'est très bien pour lui. Et lui, il veut un dollar faible parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Trump est avant tout un investisseur immobilier. Donc des taux bas, ça favorise un refinancement de la dette qui est bas pour lui. Ça lui permet aussi d'écraser le poids de sa dette. Si demain les taux en fait sont très bas et que l'inflation est très haute, toute la dette que les Américains ont à rembourser coûtera moins cher. D'accord. Et la dette de l'État aussi. Exactement. Ça, et donc, c'est une stratégie en disant, écoutez, vous avez tous emprunté en dollars, vous avez acheté des T-bills, vous avez financé le déficit américain, on est très contents, et on vous remboursera avec des billets de Monopoly demain. C'est bien, et en même temps, c'est pas bien, parce que on voit que les Chinois, en fait, ont réussi un coup de maître, en fait. Je sais pas si tu as vu le déplacement diplomatique de Emmanuel Macron en Chine. Ça n'a pas été un franc succès. Ça n'a pas été un franc succès, mais tu vois que la Chine a une volonté aujourd'hui de se positionner comme une alternative crédible aux États-Unis, et aux États-Unis qui seraient vus comme belligérants par le reste du monde. D'accord ? Sur le dossier du Moyen-Orient, la Chine est restée très neutre, en fait, tu vois, et s'est placée vraiment en juge de paix face aux Européens, avec lesquels elle a un excédent commercial de quasiment 300 milliards de dollars. 300 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais plus. La Chine se comporte non pas comme un empire impérialiste qui dirait aux petits Européens « Bon, bah salut, j'ai 300 milliards d'excédents sur toi, ferme-la ». Mais non, je te considère comme un partenaire, je vais faire des commandes chez toi, je commande de la technologie. C'est assez marrant de voir qu'il existe un système de gouvernance différent. On a vécu sous l'impérialisme américain où c'était un peu je suis le plus puissant, vous la fermez tous », à un système de gouvernance chinois qui est beaucoup plus complexe, en fait, parce que bien évidemment qu'ils sont au-dessus de nous, hein. Ils ont recréé les routes de la soie, ils ont un réseau d'infrastructures absolument énorme, ils ont d'ailleurs mis la main sur la plupart des pays du continent africain, hein. Aujourd'hui, le principal partenaire commercial des pays en Afrique, notamment de l'Ouest à l'époque, c'était la France, aujourd'hui c'est la Chine. Toutes les matières premières africaines aujourd'hui sont largement les terres rares. Et les Chinois l'ont fait d'une façon très différente, en fait, de ce qui s'est fait par le passé. Ils ne sont pas arrivés en bousculant tous les codes, ils l'ont fait de façon très insidieuse, en fait. Et donc, je pense qu'on va vivre des temps assez spectaculaires dans les années à venir, parce qu'on va vivre un monde multipolaire qui va se repolariser, à mon avis, autour de l'empire du milieu qu'est la Chine. La Chine qui est quand même qui fut une puissance mondiale absolument énorme et sans commune mesure avant le XVIIe siècle, avant le siècle de l'humiliation. La Chine, c'était l'empire le plus riche du monde. Et ils l'ont fait. Au Moyen-Âge, on était des terres violentes avec peu de croissance. Et eux, c'était des terres innovantes. Et on envoyait des émissaires chez eux, amener des cadeaux d'Europe pour essayer de gratter, en fait, les bonnes faveurs de l'empire. De l'empereur là-bas. Mais alors quel impact sur le dollar? Comment tu... Et dans ce contexte-là, assez logiquement, la Chine aujourd'hui a acheté massivement de l'or, mais pas que la Chine, hein, la Russie, l'Inde, tous les pays ont acheté massivement de l'or depuis plusieurs années, et on peut se poser la question la question suivante, est-ce que les Chinois ne vont pas créer une alternative au dollar qui sera basée sur l'or? Et en fait, c'est totalement la route qu'on est en train de prendre. Ils vont retourner à Bretton Woods. C'est créer ce yuan adossé à l'or. C'est dans les tuyaux, hein, cette monnaie BRICS ou ce yuan numérique adossé à l'or, qui serait basé... oui, parce que l'or, c'est la confiance. D'accord ? Et les Américains ont rompu ce lien de confiance avec le reste du monde en disant Bretton Woods, ça n'existe plus. Et puis au-delà de ça, maintenant, vous achetez ma dette. Et puis moi, j'en imprime autant que je veux. Et si vous n'êtes pas content,
bah, je vous envoie un B-17. Mais donc, t'es pas inquiet sur le dollar à moyen terme Bah, aujourd'hui, si tu veux, l'infrastructure financière mondiale fait que c'est très difficile de se passer du dollar. Les flux sont en dollars et en fait, tous les actifs aujourd'hui sont en dollars. Les ETF, tout. Donc, la Chine peut proposer une alternative, mais le temps que l'alternative soit massivement adoptée, on en a pour 15-20 ans. Quoi. D'accord ? Donc, si on doit fonctionner par ordre de priorité, d'abord en dollars, et quand le dollar en fait montrera des signes de faiblesse et que le yuan numérique sera accessible pour tout le monde et qu'on pourra acheter des actifs en yuan numérique, là effectivement il faudra se poser la question de est-ce qu'on ne commence pas à migrer le patrimoine en yuan. Mais aujourd'hui cette alternative n'existe pas, donc on raisonne plutôt non pas par qu'est-ce qui est le mieux, mais qu'est-ce qui est le moins pire dans le paysage économique actuel. Le moins pire, la monnaie la moins pire, bon en vrai il y a le dollar, il y a le franc suisse. Mais le franc suisse, vous n'allez pas faire grand-chose avec. Sauf si vous habitez en Suisse. Et en termes de zone de croissance, toi, tu mises sur quelle géographie ? Tu penses que c'est le Moyen-Orient, c'est l'Asie ? Assez logiquement, pour moi, aujourd'hui, il y a 2 zones de croissance principales. Mais je pense que ça va être l'Asie, l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est. Hein. Le Vietnam Vietnam, Indonésie, Malaisie. Oui, ça va être là. Hein. Bah, les zones périphériques à la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, a atteint un niveau de sophistication absolument énorme. Je ne sais pas si tu as vu, tiens, je vais te poser une question. Et ça, quand j'ai vu le chiffre, moi, ça va te donner le tournis. Combien penses-tu qu'on forme d'ingénieurs en France par an ? Pas assez, hélas, mais je ne le connais pas, dis-moi. 150 000. 150 000. Combien est-ce que tu penses qu'ils en forment en Chine par an ? Au moins 10 fois plus. Ouais, 7 millions. 7 millions. 7 millions, d'accord. Donc ils forment 7 millions d'ingénieurs. 7 millions, c'est incroyable. 7 millions d'ingénieurs par an. C'est 10% de la population française. Exactement, quand nous on forme 150 000 ingénieurs. Donc si tu veux, et ils ont créé des méga-usines, des dark factories en fait qui permettent de passer de l'idée au prototype en moins de 24 heures. Ce qui fait que la Chine en fait est devenue un centre d'innovation mondiale comme on n'a jamais vu dans l'histoire. J'ai une idée, je suis un ingénieur brillant, j'ai une idée robotique, etc. Je veux monter un prototype pour potentiellement créer quelque chose de disruptif. Avant, la barrière à l'entrée, elle était double. Elle était au niveau du capital, il faut que j'accède au capital, et elle était au niveau, j'ai envie de te dire, principalement du capital en fait. Non, et puis non, du temps aussi. Oui, j'ai l'argent, mais il faut ensuite pouvoir créer mon prototype et ça prend du temps, il faut trouver machin. La Chine a résolu ces deux problèmes en un parce qu'elle a créé plein d'usines qui coûtent pas cher. Je peux aller faire mon prototype pour très peu d'argent et je peux tester mon modèle. Et donc, tous les meilleurs ingénieurs du monde, qu'est-ce qu'ils ont comme choix ? Soit je vais aux États-Unis, ça coûte la peau du cul, donc le capital, j'y ai accès, c'est un marché très profond, mais pour prototyper, ça coûte cher, ça prend du temps. Donc, j'ai le capital, coûte cher, ce n'est plus un problème, ça prend du temps, c'est un autre problème. Soit je vais en Chine, dans une free zone où j'essaie de trouver un régime intéressant, et je peux tout simplement innover. Mais je pense qu'ils n'ont même plus besoin en fait, d'ingénieurs extérieurs, ils en forment 7 millions par an. Ouais. Donc en fait, ils ont créé... Non, on avait ce mythe que la Chine allait faire des chaussettes pendant 50 ans et nous, on allait faire des Airbus. Ils l'ont fait pendant 15 ans, et puis ça a changé. Ouais, bien sûr. Et maintenant, on voit, il y a des concurrents à Airbus chinois qui sont très solides. BYD, c'est les réacteurs à thorium, je crois, il n'y a pas longtemps. Enfin, je veux dire, ils ont accès à une technologie qui est absolument incroyable. Donc, si tu veux, c'est ça la force de la Chine, c'est que ils ont réussi, ils ont été une nation gouvernée par des ingénieurs. Et je sais pas si tu as vu. Alors moi, tu le sais très bien, je n'ai pas de velléité communiste quelle qu'elle soit. Mais pourtant... On n'avait pas beaucoup d'inquiétudes. On n'avait pas beaucoup d'inquiétudes. Mais pourtant, il faut bien reconnaître que la façon de fonctionner de Deng Xiaoping, tu sais, la personne qui a repris la Chine après Mao, après le désastre communiste que fut la Chine, lui disait « Qu'importe la couleur du chat, noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris. » Et en fait, si tu veux... L'idée, c'est qu'ils ont été gouvernés par des pragmatiques. Ils ne se sont pas dit on est communiste, idéologie, ou on est capitaliste, on est machin. Ils ont dit bon, nous, on s'en fout, ce qui compte, c'est le résultat. Et en fait, j'ai besoin, et je pense que la majorité de notre audience aujourd'hui ressent un certain besoin de pragmatisme dans la gouvernance européenne et de nos élites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne ressent plus de connexion avec le réel, et c'est ce qui nous manque. Tu vois,
on a une régulation aujourd'hui, une taxe sur les colis qui font moins de 3 euros. Je pense on a mis des taxes là-dessus. On en est à taxer les tickets restaurants. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est la priorité de la France de taxer les tickets restaurants et de mettre des cotisations sociales sur un bon de rationnement? Parce qu'un ticket restaurant, c'est un bon de rationnement. L'employeur paye la moitié, l'autre est défiscalisé. Enfin, c'est ridicule. Je subventionne le repas au lieu juste de baisser les charges et de laisser l'employeur donner plus d'argent à mon salarié. Donc, je pense qu'on a besoin de ce retour, et les États-Unis le font très bien. Alors, Trump aujourd'hui aimait détester, ok, mais quels sont les résultats? Aujourd'hui, il est en train de tordre la main à tout le monde. Au Moyen-Orient, sur sa gestion du dossier Israël-Palestine, il a obtenu un cessez-le-feu. Alors, attendons de voir si ça tient, mais il a obtenu ça. Il est en train de négocier la paix en Ukraine, il va récupérer des ressources. Enfin, un pragmatique. Donc, les Chinois sont pragmatiques, les États-Unis ont un nouveau président pragmatique. Mais nous, aujourd'hui, dans tout ça, je ressens un vide à titre personnel et je pense que c'est ce qui nous manque. On n'a pas de gouvernants, on n'a pas de gouvernance issue de filières d'ingénierie. Donc, on n'a pas de gens qui se projettent longtemps dans le temps et qui arrivent à mettre en place des étapes. On a des technocrates et des bureaucrates. On a des gens qui sont littéraires et qui sont issus du monde de la norme et de la conformité. Donc on a un pays et on a une zone économique très conforme, ça, il n'y a pas de sujet. Mais on n'a pas une zone économique qui avance. Quand ils ont fait des études, parce qu'en fait, tu regardes le pédigré de la plupart de nos hommes politiques, ils ont fait de la politique depuis qu'ils ont 16 ans. Ils n'ont pas fait d'études supérieures. Et on va peut-être être gouverné l'année prochaine par un gamin de 30 ou 31 ans qui n'a jamais fait d'études et qui va donner des conseils à des millions de Français qui sont chefs d'entreprise, qui ont 55 ans et qui, eux, connaissent mieux leur métier que ces mômes-là. Donc, c'est aussi ça, si tu veux, qui crée l'instabilité dans notre pays, qui fait que pour moi aujourd'hui, une stratégie où on sort une partie de notre épargne, de cette zone économique, qu'on la met à l'abri dans des classes d'actifs différentes, dans une devise différente, pour moi, c'est sauver les meubles. C'est pas sauver l'intégralité du patrimoine, c'est sauver au moins une partie si jamais sur la grosse partie il se passe quelque chose. Et toi, tu crois beaucoup plus au private equity, private credit qu'à la bourse, personnellement. Alors, explique-nous, toi qui viens en plus du monde de la bourse. Bien sûr, c'est un changement que j'ai opéré dans ma tête assez rapidement. Déjà, pour une question de rendement, en fait, aujourd'hui, les rendements sur les marchés cotés sont écrasés parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'alpha, donc c'est-à-dire les écarts de marché sont captés par des algorithmes. On ne peut pas aller humainement plus vite qu'un algorithme. Donc, quelle est la façon de battre les marchés? C'est d'avoir des milliards de dollars, de se payer des serveurs à côté, des serveurs du NICE, etc., et d'essayer de payer des ingénieurs pour construire un modèle qui va plus vite que celui du voisin. Bon, est-ce que vous, moi et nos lecteurs ont les moyens de faire ça? Non. Donc en fait, on se trompe de bataille en faisant ça. On va dans une guerre où dans tous les cas, on n'a pas assez de soldats. Donc ça ne sert à rien stratégiquement d'aller sur ce front-là. Par contre, sur le front du non-côté, c'est un marché de gré à gré. Donc là, toute notre expertise a du sens. Un chef d'entreprise qui va investir dans une start-up, il sait comment fonctionne une entreprise, il en dirige une. Donc il sait lire un bilan comptable, il sait voir les incohérences du bilan et il sait, le cas échéant, refuser une opportunité ou au contraire y aller. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que c'est aussi une question de défense. Aujourd'hui, si tu investis via un compte titre dans des actions LVMH et que l'État a besoin de cet argent-là, c'est très facile de saisir un compte titre. Ton compte titre est en France, ou il peut même être à l'étranger. On fait une demande de je sais plus quoi, il y a une procédure qui permet de récupérer ce qu'il y a sur les comptes ou de geler ton compte. C'est facile. Quand tu as investi à l'autre bout du monde dans une start-up et que tu as un papier qui dit que tu es propriétaire, que va faire l'État de ton papier, en fait? Ta classe d'actifs est illiquide au possible. C'est très dur de récupérer ça. Enfin, c'est une stratégie de défense. Donc, en termes de rendement et en termes défensifs, c'est très bien. Voilà. Et la bourse à long terme, quand même, tu y crois ou pas? Parce que dans un portefeuille, il y a eu des bons rendements. Dans un portefeuille, tu sais, c'est comme, on va reprendre Deng Xiaoping, blanc ou noir, tant que le chat attrape la souris, très bien. Moi, je suis pas pour le non-côté. Enfin, je dis pas faites du non-côté, ne faites pas de la bourse. Tu dis diversifier. Je dis juste sur un portefeuille de 1 million, je dis une bêtise, vous avez 40 ou 50% de non-côté, peut-être 20% de private equity, 40% de private credit, on va dire que ça fait 60% au total. Et sur ce portefeuille d'1 million, vous pouvez avoir 15% en bourse, 150 000 € maximum en bourse sur vos ETF, vous les découpez comme vous voulez. Peut-être maximum 20% du patrimoine en bourse. Voilà, comme ça, si vous perdez 20% parce que les marchés cotés se portent mal, ça fait 200 000 € de perdus sur 800 000, vous pouvez toujours vous refaire. Voilà, en 4-5 ans, à 10%,
vous remonterez la pente. Tu vois arriver une crise sur les marchés boursiers? Tu crois à l'éclatement de la bulle de l'IA ou alors des dettes? Enfin, qu'est-ce qui menace les bourses aujourd'hui? Le premier coup sur les marchés cotés, on ne sait pas d'où il viendra. Certains parlent de l'IA, de la bulle IA, d'autres parlent de la dette. La réalité, c'est que les marchés cotés peuvent continuer de subsister comme ça, de léviter pendant un très long moment. Okay, maintenant, la question, c'est une question d'arbitrage. Quels sont vos choix? Si vous ne savez faire que de la bourse, vous allez passer votre vie à acheter des choses en bourse, très bien. Mais il ne faut pas raisonner uniquement qu'en termes de rendement. Moi, je pense qu'il faut raisonner de façon globale, une architecture globale. Tu vois, c'est sécurité du patrimoine, exposition devises et rendement. Ok, la bourse, tu vas gagner 8-10%, c'est très bien. Écoute, c'est une façon de gagner 8-10%. Tu peux gagner 8-10% autrement. Enfin, tu vois, ça n'est pas... je dis pas ne faites pas de bourse, faites-en si vous voulez. Pour moi, à mon sens, le timing aujourd'hui est peut-être pas forcément le meilleur. On est tout en haut, je vois pas l'intérêt d'acheter tout en haut. Et on peut reprendre mes vidéos que j'ai faites en début d'année, par contre. En mars-avril, tu sais qu'en début d'année, on a perdu 15-20%. J'étais passé notamment chez Idriss Aberkan, une vidéo qui avait fait presque 270 000, presque 300 000 vues. Et j'avais dit, ça serait intéressant de rentrer sur les marchés maintenant parce qu'il y a une décote. Dans les commentaires à l'époque, ah oui, mais c'est le marché en crise, pourquoi Sylvain nous dit d'acheter? Pour moi, c'est ça la stratégie. Quand on perd 15-20%, vous rentrez, votre risque est limité. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le scénario le pire? Pendant la crise du Covid, quand tout allait mal, le monde entier était fermé, les marchés ont baissé de 30%, les banques centrales ont imprimé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une leçon, en fait. Il faut réussir il faut entendre le marché. Ça veut dire que si un jour tout va mal, ils réimprimeront pour que ça aille bien. Donc, le seul qui payera qui payera l'addition, en fait, de tout ça, c'est celui qui a son argent sur son compte en banque et qui payera, via l'inflation, ceux qui bénéficieront des mesures protectionnistes de l'investisseur, en fait, tout simplement. Donc, quand tout va mal, j'imprime, je rachète des actions. C'est le framework des banques centrales aujourd'hui, c'est la feuille de route des banques centrales. Et en parlant d'un actif qui se porte un peu moins bien en ce moment, qu'est-ce que tu penses du Bitcoin? On est aux 75 000 $, grosso modo. Si tu veux, c'est un petit peu la même chose que sur tous les actifs. Les gens aiment être polarisés dans la vie. Je suis pour la crypto, je suis anti-crypto. Tu vois, c'est un petit peu la façon dont ils réfléchissent tous. L'idéologie appliquée à son investissement. L'idéologie appliquée à l'investissement. Les cryptos, c'est un petit peu comme les actions. Souvent, les gens, quand c'est à 120, 130 000 $, ils veulent tous en acheter. Puis quand ça vaut 75, plus personne. Moi, je trouve que plus ça baisse, plus c'est le moment d'en acheter. Ça remontera à un moment donné. C'est toujours pareil, c'est des marchés cycliques. C'est des marchés cycliques, ils perdent 80%. Si le Bitcoin va à 30-40 000, il faudra encore plus en acheter, ça remontera à 100, 150, et vous aurez fait x3, x4. Mais quand ça sera à 130, 150, vous voudrez tous en acheter. Et puis quand ça vaut 40, vous pensez que ça vaudra rien. Donc tant mieux qu'il baisse, ça fera des opportunités de rentrer à moins cher. Tout le monde voulait en acheter à 120 000. Pourquoi à 75, tout le monde pleure? Moi, je pense que c'est une classe d'actifs qui a tout à fait sa place. Par contre, moi, sur mon patrimoine, ça vaut même pas 5% du patrimoine, quoi, tu vois. Je mets pas beaucoup en crypto pour une raison qui est simple, c'est que il y a des gens qui cherchent l'émancipation financière via la crypto-monnaie. Ils ont ce doux fantasme d'acheter une crypto et de faire comme en 2010, de faire x1000. Tu vois. Je pense qu'il faut le voir plutôt comme un outil de diversification. C'est un outil qui permet de booster un rendement, mais ça s'arrête là. D'accord, ça ne doit pas être un plan de sortie patrimonial, ou en tout cas, c'est beaucoup trop risqué pour moi. Voilà. Après, si vous voulez vendre votre immobilier, acheter full crypto pour jouer la Lamborghini, vous pouvez le faire, mais c'est à vos risques et périls. Enfin, on sait comment ça finit, ce genre de choses. Donc, faut pouvoir assumer ce risque aussi. Et pour faire un peu notre tour des classes d'actifs, tu évoques l'immobilier. Tu en penses quoi en ce moment? Alors, c'est très défensif, ça permet de se sécuriser, mais alors il n'y a pas de rendement et on va faire une très belle vidéo ensemble, qui est les prévisions 2026 avec d'autres invités exceptionnels. Et je vais d'ailleurs répondre à une partie de ta question, parce que je vais teaser, c'est la thèse que je vais défendre tout au long en fait, de l'année 2026 sur les médias, parce que j'ai fait quelques recherches et ça m'a un petit peu glacé le sang. Tu as une réforme bancaire aujourd'hui qui est les BAL 3 ou BAL 4 dans le jargon financier, qui est qu'aujourd'hui les banques ont besoin d'avoir un certain ratio de fonds propres face à ce qu'ils appellent des actifs risqués. D'accord, ce ratio de fonds propres est compris entre 10 et 15%, les gens vont dire à peu près 13%.
Ce qui veut dire qu'une banque, quand elle a des actifs risqués, globalement, quand elle a des actifs, un prêt, elle doit avoir 13, 14 euros en général en face. Bon, je schématise. Hein. Quand elle prête 100 euros, elle doit avoir 14 euros dans ses livres. propres. Donc elle doit avoir 14 euros sur son compte pour prêter 100 euros, par exemple, à Gaspard. Ce qui va se passer aujourd'hui, il faut que je réussisse à l'expliquer simplement, c'est que les banques, dans le passé, elles avaient le droit de recourir et de faire appel à des méthodes, à des modèles internes pour modéliser le risque. Ok ? Exemple concret. Dans le monde avant BAL 3, BAL 4, je voulais prêter 100 euros à Gaspard. J'avais une relation personnelle avec Gaspard. C'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans. Je sais qu'il va me rembourser. Je sais qu'il est chef d'entreprise dans une industrie qui est peut-être risquée. Mais moi, je comprends son risque en tant que banquier. Puis dans mes livres de banquier, je sais que historiquement, un média, ça fait très peu faillite. Donc, il me demande 100 euros, je vais mettre 10 euros de risque en face. D'accord ? J'estime sa probabilité de défaut à 10%. Et donc, moi, je mettrai que très peu de capital pour ce prêt-là. D'accord ? Je prête 100 euros à Gaspard, je mets 10 euros dans mes livres. La réglementation BAL 3, BAL 4 force les banques aujourd'hui à adopter un modèle de risque standardisé. Donc, les modèles de moi, la banque, je pense que Gaspard, c'est 10%, ça n'existe plus. La relation personnelle est terminée. Quoi. Gaspard, c'est une entreprise non cotée qui n'est pas investment grade. Donc, d'après le modèle du régulateur, c'est une probabilité de défaut à 100%. Donc, Gaspard représente un risque de 100%. Donc, quand je lui prête 100 euros, il faudrait techniquement que j'ai limite 100 euros en face. D'accord ? Donc, que vont faire les banques ? Elles vont se dire, je ne prête plus à Gaspard. Pourquoi ? Alors parce que c'est pas qu'il est mauvais et que j'ai peur qu'il ne me rembourse pas, c'est que les lois et les règles du jeu font que si je veux prêter à son profil, je dois avoir beaucoup de capital dans mes livres. Qui dit beaucoup de capital dans mes livres dit l'effondrement de la rentabilité du capital d'une société qui est une banque. Donc les actionnaires vont pas être contents et donc en fait la profitabilité de la banque ne sera pas bonne. Elle fera un jour ou l'autre faillite ou en tout cas ça va pas bien se passer pour elle. Donc les banques en 2026, 2027 et jusqu'à 2030 vont devoir adopter ces nouvelles normes, en tout cas en Europe. Les États-Unis sont en train de négocier des exceptions à ces règles. C'est assez drôle parce qu'ils ont poussé... La crise est venue de chez eux en 2008 et eux, ils protègent leurs banques en disant « Oui, bon, les modèles BAL 3, c'est sympa, vous les faites pour les Européens. Ouais. Nous, Américains, on négocie des petites exceptions chez nous. » D'autant plus que l'économie en Europe est beaucoup plus financée par les banques, aux États-Unis beaucoup plus par les marchés. Donc c'était déjà, même s'ils appliquaient la réglementation, plutôt favorable aux États-Unis qu'à l'Europe. Exactement. En plus, maintenant, ils en sortent. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça quand on parle de crédit immobilier ? Le crédit immobilier en France était une spécificité française. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le crédit immobilier en France, c'était je nantis la capacité future de Gaspard à me rembourser. Gaspard travaille dans une société, il a un CDI, il gagne par exemple 2 000 euros par mois. Mais pourtant, je vais lui prêter 200 000 euros. Pourquoi ? Parce que dans le modèle de notation des banques, le CDI français est un gage de stabilité absolue. Dans le modèle BAL 3, BAL 4, maintenant, ça n'existe plus. À part pour les primo-accédants, ils ont fait quelques petites exceptions, mais globalement, le petit risque, le petit jeune de 30 ans qui veut investir dans l'immobilier pour se créer des compléments de revenus, dans le modèle standard des banques, maintenant, il va être noté très risqué. Et donc, les banques vont lui demander vont lui demander un apport qui est très élevé parce qu'elles devront mettre du capital en face pour couvrir son risque. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour le marché immobilier ? C'est très simple, c'est que le marché immobilier français, européen, mais on va dire français parce qu'on va se concentrer sur la France, pour moi, il devrait ralentir. Et le crédit immobilier, c'est une thèse que je vais défendre, le crédit immobilier en France va devenir un produit de luxe. D'accord ? Les primo-accédants pourront toujours avoir accès au crédit immobilier parce qu'il y a dans BAL 3, BAL 4, il y a des petites exceptions. Les primo-accédants ont des petites exceptions en termes de capitaux qu'on peut mettre en face. Mais les investisseurs immobiliers locatifs seront ceux qui seront touchés. C'est dans la réglementation, l'investisseur immobilier locatif dans l'immobilier, il est considéré comme risqué dans le bilan des banques. Son investissement est considéré comme risqué. Et donc, il devra mettre beaucoup d'apports pour dérisquer la banque ou apporter du collatéral, des actifs tiers 1. Donc un portefeuille de titres, du cash, des actifs à nantir. Voilà, on ne pourra plus emprunter, je dis une bêtise, à 110% pour faire de l'immobilier locatif. On ne pourra pas mettre 10 000 euros et emprunter 150 000. Ces trucs-là, ça n'existera plus ou ça existera à la marge. La banque pourra faire des exceptions pour ses meilleurs clients en se disant lui, je lui demande peu d'apport, mais parce qu'il a un très gros portefeuille. Et chez moi, c'est quelqu'un qui va mettre tous ses actifs chez moi. Enfin voilà, tu vois.
le crédit immobilier, l'émancipation par l'investissement immobilier en France ne sera plus possible pour des raisons techniques. Ces raisons techniques sont déjà rentrées en vigueur en 2025 et elles vont graduellement être en place dans les banques de 2025 à 2030. Et aux États-Unis, ils négocient des exceptions. Eux, ils sont bien. Oui, donc le grand avantage qu'on avait à faire de l'immobilier, c'est qu'on pouvait facilement emprunter pour investir, ce qu'on ne peut effectivement pas faire sur les autres classes d'actifs. Donc, c'est en train de nous dire que même cet effet de levier-là, on est en train de le perdre, ce qui veut dire que l'actif immobilier en tant que tel, sans l'effet de levier, le rendement est très faible, les taxes sont de plus en plus élevées, c'est chronophage. L'actif immobilier n'avait qu'un seul intérêt pour nous Français, c'était l'émancipation. C'était la création d'un patrimoine à partir de zéro, en nantissant mon futur, c'est-à-dire mon CDI, ma capacité future de remboursement, que les banques acceptaient de financer assez librement en France, parce que c'est la spécificité de la France. On disait, ces gens-là sont stables. D'accord ? Et ça portait le marché immobilier, ça poussait le marché à la hausse, parce que les gens s'endettaient de plus en plus longtemps, donc le marché a explosé à la hausse. En 2026, en 2027, en 2028, 30, tout ce que vous voulez, il y aura de moins en moins d'acheteurs sur le marché. Il y aura une concentration du marché sur quelques acteurs qui auront de grosses garanties à apporter et qui pourront racheter le patrimoine et le parc immobilier français et subir une fiscalité qui est élevée via des montages. Donc le marché va se concentrer sur de gros acteurs, peut-être des fonds un petit peu comme aux États-Unis, ce genre de choses. Et les personnes qui détiennent de l'immobilier assez mécaniquement auront de moins en moins d'acheteurs. Donc il se peut que les prix stagnent ou peinent à monter. D'accord ? Qu'on n'ait plus un marché aussi dynamique qu'avant. Donc il y a un vrai sujet d'arbitrage. C'est aussi pour ça que je me dis, si on est jeune, investir dans l'immobilier, dans tous les cas, si on peut le faire, ça vaut le coup parce qu'on crée de l'amortissement à partir du loyer de notre locataire. Donc c'est un moyen d'émancipation. Si on est plus âgé, qu'on a 50, 60 ans et qu'on a déjà du patrimoine immobilier payé actuellement, c'est un petit peu le jeu des chaises musicales. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux sortir maintenant avant qu'il y ait plus grand monde pour acheter parce que plus grand monde pourra emprunter tout simplement. Tu vois, ça va être donc différent. Les hausses qu'on a connues ces 30 dernières années sont très peu probables maintenant et pour des raisons techniques, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, le régulateur va demander aux banques de mettre beaucoup plus de capital et de garder beaucoup plus de capital de haute qualité dans ses bilans si on veut faire du crédit immobilier, tout simplement. Donc ça va devenir de plus en plus dur de financer de l'achat immobilier. Le monde bascule, en fait. Le monde je me bascule. rends compte de ce qu'on est en train de dire là, que ce soit à l'échelle macro, géopolitique, les sphères d'influence, les différents pôles, et à l'échelle micro, comment on pensait l'investissement avant, où est-ce qu'on mettait son argent. On est vraiment en train de vivre une période très dense qu'il faut savoir comprendre et analyser. Pour moi, si tu veux, en 2026, le vrai enjeu, ça va être de changer de logiciel. Nous, aujourd'hui, c'est un peu ça que tu fais sur le revenu, et moi, je passe un peu sur plein de médias et je partage ce discours-là. C'est qu'il faut vraiment que nos auditeurs prennent conscience que la façon qu'ils avaient de gérer leur investissement avant n'existe plus aujourd'hui en 2025 et bientôt en 2026. Investir dans l'immobilier de façon assez aveugle en pensant que ça va monter sur 15-20 ans, réfléchissez, les données ne sont plus bonnes. Un petit peu comme ce que je disais sur le système de la retraite par répartition. Votre stratégie immobilière était basée sur des données qui étaient que le marché était croissant, en hausse, que la banque prêtait avec très peu d'apport et que les taux étaient bas. D'accord ? Mais c'est constant. Anticipez. Faites le travail que le gouvernement français n'a pas fait. Les règles du jeu ont changé. En termes de démographie, il y a de moins en moins de jeunes qui peuvent acheter parce que les salaires stagnent. Les banques ont changé leurs règles sur le financement. Et en plus de ça, vous avez aujourd'hui de plus en plus de Français qui partent et qui liquident leur patrimoine immobilier. Donc on a une première vague de pression baissière sur le marché. Est-ce qu'il ne faut pas mieux tout de suite arbitrer votre patrimoine et commencer à récupérer du cash tant que ça vaut encore un peu quelque chose ? Ou est-ce que vous allez vouloir rester coincé encore longtemps avec ? Voilà, moi, j'ouvre le débat, mais je pense que nos auditeurs ont plus ou moins compris ce qu'il faut faire, quoi. Là, c'est assez logique. Il suffit de connecter les points les uns avec les autres. La réponse est assez logique. Bon, même si j'ai pas envie que le marché immobilier s'effondre, moi j'ai moi-même de l'immobilier, mais il faut accepter. Si cet immobilier est payé, je vois pas l'intérêt de le garder. Si cet immobilier n'est pas payé, ce qui est mon cas, moi j'ai lancé mes premiers investissements immo en 2022. Il y a encore un effet de levier dessus. Moi j'ai de la dette, donc en fait, plus le temps passe,
plus il y a de l'inflation, plus ma dette est effacée par la banque centrale, je suis content. Ouais, bien sûr. Mais vous, si vous avez de l'immobilier payé, bah l'inflation, ça vient gommer vos gains. Tout l'argent que vous avez créé, le patrimoine que vous avez créé sur votre immobilier, il est gommé par l'inflation de la banque centrale. Et en plus de ça, bah, y a une pression baissière sur le marché parce qu'il y a de moins en moins d'acheteurs. Donc vous subissez la perte de pouvoir d'achat, plus le fait que potentiellement, on va vous acheter de moins en moins cher année après année. Donc c'est pour ça que les cas ne sont pas comparables. Un jeune de 30-40 ans qui investit dans l'immobilier, c'est une chose. Une personne de 50-60 ans qui a de l'immobilier payé, c'est un autre cas en fait. C'est deux choses totalement différentes. Oui, c'est vraiment intéressant de comprendre la différence entre de l'immobilier payé et de l'immobilier qui a encore la dette, sur lequel, surtout quand on a pu obtenir des taux à 1,5, des taux très, des taux très à faibles, 1,5, d'inflation à 4,5, sûr. tu gagnes littéralement de l'argent tous les ans en respirant. Donc c'est intéressant pour nous de s'endetter, mais pour les anciens qui ont déjà payé leurs dettes, ça n'est plus intéressant. Passionnant, Sylvain. Incroyable. Quel tour on a fait, un tour du monde, un tour des investissements, comme ça en 1 heure. Merci à toi. Merci à toi. On se revoit vite alors sur la chaîne du revenu. Eh ben, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et puis j'ai hâte de partager cette année 2026 avec toi et avec nos lecteurs du revenu. Excellent. À très bientôt alors. Merci beaucoup.